Bonjour à tous, merci pour votre présence à cette table ronde intitulée Mobilité intelligente Smart City, 5 expériences qui marchent. Alors les Smart City, on en parle beaucoup, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Eh bien, on a décidé d'entrer dans le vif du sujet et de décortiquer un petit peu 5 expériences, 5 projets dans différentes villes. Et pour cela, on a invité 5 personnes représentant chacun d'opérateurs ou de collectivités. Je vous les présente, donc totalement à ma droite, Thomas Fontaine, vous êtes directeur général de Keolis Dijon. À vos côtés, Peggy Loup, vous êtes présidente de Transdev Rohan. Yann Letilly, vous êtes directeur de projet Nouveau Système de Mobilité à la direction Innovation et Recherche de la SNCF. Christophe Wolf, vous êtes directeur du pôle Mobilité et Transport à Mulhouse, Alsace, Agglomération. Et enfin, Patrick Vautier, vous êtes directeur marketing, innovation à RATP Dev. Donc cette table ronde va durer 1 heure à peu près. Et bien sûr, une fois que chacun de nos invités aura pris la parole, vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de poser des questions, si vous voulez revenir sur un point, sur un autre, si vous voulez faire des remarques. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite par l'exemple de Dijon, qui se veut pionnière en matière de Smart City. Elle a récemment signé un grand contrat, c'est une première en France, avec des différents groupes industriels pour concevoir un système centralisé et connecté pour gérer les équipements publics. Donc juste Keolis, sans attendre ce projet de l'agglomération de Dijon, a déjà lancé aussi un certain nombre de projets en matière de mobilité intelligente, notamment l'open payment. C'est de l'open payment que vous avez souhaité nous parler maintenant. Donc comment avez-vous procédé pour mettre en œuvre ce projet et quels sont vos objectifs ? Oui, on va parler, donc bonjour à tous, on va parler Open Payment et puis également Smart City sur le projet que vous venez de mentionner qui s'appelle On Dijon. Alors je sais pas, il y a peut-être prévu un film, mais on le mettra un peu plus tard ou pas. On peut le mettre tout de suite si vous le souhaitez. Comme ça, voilà, c'est une introduction à vos propos. Voilà, merci. Donc on l'a vu, une carte bancaire. Rejoignez-moi s'il vous plaît, chers confrères. Donc en fait, on parle du projet Open Payment qui a été lancé effectivement sur Dijon, un paiement en carte bancaire donc en mars dernier. Déjà, pourquoi ce projet ? Ce projet, il part d'une analyse qu'on a fait dans le cadre des projets d'innovation donc, sur Dijon, en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les clients ? Et en regardant un peu nos clients, nos typologies de clients là, en ces dernières années, et le développement également de certains types de clients sur de Dijon, on s'est rendu compte que finalement, on avait des clients occasionnels qui étaient des faux occasionnels, donc qui sont limitrophes dans un rayon de 100 km, mais également de plus en plus de développement touristique, alors pour l'attractivité de la ville de Dijon et entre autres beaucoup de touristes autour de l'œnologie et de la qualité du vin autour de Dijon. Et ça représentait 330 000 clients par an. Et finalement, en enquêtant auprès de ces clients, on s'est rendu compte qu'ils avaient un petit sujet en arrivant, alors soit à gare, soit en connexion depuis l'aéroport, c'était la facilité de paiement. Et donc par rapport à ça, et en se rapprochant un peu, en analysant ce qui pouvait se faire dans le domaine, on s'est rapproché, on a créé un projet avec donc Dijon Métropole et des partenaires, donc Natixis, Visa également Worldline, donc qui est une entreprise expérimentée dans ce domaine, en se disant mais on va travailler sur ce projet en le ciblant sur la facilité d'accès, sur la couture et la facilité d'accès au niveau du transport. On a mis donc en place le projet début 2017. L'objectif, c'était de pouvoir le développer en moins de 12 mois. Donc ça a été le cas. Le projet a été lancé en avril 2017. Et donc le 27 mars dernier, on lance l'Open Payment, équipement de 33 rames de tram. Et donc dès le début, ça a été un succès. On a été donc entre 1500 et 2000 validations sur la première phase, donc la phase jusqu'à juin. Hein. Après, bon, bien sûr, une période un peu plus creuse l'été, quoique, pas tant que ça, puisqu'on s'est rendu compte que rien que dans l'été, on a eu 30 000 nouveaux clients. Alors, c'est une période plus faste en termes touristiques et de clients occasionnels, mais on a eu quand même 30 000 nouveaux clients, donc des cartes de tout type. Hein. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs,
bien sûr sur l'égide de tout ce qui est confidentialité au niveau des cartes bancaires et bien sûr du RGPD, mais on a vu des clients arriver du monde entier et qui nous ont fait des retours très positifs en nous disant ça facilite vraiment l'accès au transport. Et par rapport à ça, on s'est dit il faut accélérer. Donc on est en train d'équiper 200 bus. On a lancé là le 29 octobre dernier les 70 premiers bus, donc les bus à haut niveau de service. Et l'objectif c'est en fin d'année d'avoir les 33 rames de tram et le parc des 200 bus équipés. À ce niveau-là, on va doubler le nombre de validations. L'objectif c'est d'avoir 5000 validations par jour pour la fin de l'année. Ce qui nous amènera grosso modo à un niveau de validation et de fréquentation sur l'open payment qui représentera quasiment 2% du trafic et des validations au niveau du réseau, ce qu'on attendait grosso modo en 2000. Donc, pour 2020, pardon. Donc c'est réellement un succès à ce titre-là. Techniquement, est-ce que c'est compliqué à faire ? J'aurais tendance à répondre plutôt non. Les choix des partenaires et le mode projet en mode d'innovation réactif est fondamental, le choix des bons partenaires. Et après, de mettre à bord vraiment une équipe transverse et pluridisciplinaire qui a envie d'y aller. C'était qui les bons partenaires ? En l'occurrence, je les ai cités tout à l'heure, donc effectivement Visa, Natixis, Worldline qui est très expérimenté dans le domaine, mais également, et je tiens à insister là-dessus, comme dans tout projet d'innovation, avoir à un moment la bonne idée, avoir la bonne équipe qui a envie d'y aller, parce que là on est en mode, c'est pas un mode hackathon en 12 ou 24 heures, mais les 12 mois dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, ça nous a demandé quand même, et ça a demandé aux équipes de se passer des week-ends, des vacances et autres, pour qu'on puisse tenir l'objectif. Et l'investissement pour la collectivité, est-ce que c'est lourd à porter ? Non, alors on est sur des investissements dans ce cadre-là, du moment qu'on a des systèmes qui sont des systèmes adaptables, des systèmes flexibles, et ça a été vraiment la volonté de ce projet, d'être vraiment agile, c'est des investissements qui sont relativement modérés par rapport à ce qu'on peut amener derrière. Le payback d'ailleurs, il va être très rapide sur ce projet-là, on parle d'un payback de moins de 18 mois, donc c'est extrêmement positif. Et après, ce qu'on en retient en termes d'avantages, il y a des avantages qui étaient bien sûr évidents, j'ai parlé tout à l'heure de faciliter le parcours client, ça c'est un point extrêmement fort. Un deuxième point, on s'y attendait un peu, mais pas à ce point-là, c'est le fraudeur occasionnel, on va l'appeler comme ça. J'arrive, je dois prendre mon tram, je dois prendre mon bus, j'ai 2 arrêts à faire, je paye pas, je paye pas. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup plus simple. Donc on s'est rendu compte qu'on avait quand même une évolution de la fraude par rapport à ça. Un élément environnemental aussi, on n'a plus de tickets. Donc on n'a plus de tickets qui jalonnent le sol, beaucoup moins de tickets qui jalonnent le sol, puisque c'est une carte bancaire. Donc c'est un élément, là pour le coup, qu'on attendait beaucoup moins aussi, mais c'est extrêmement positif. Et puis de manière générale, un satisfait client vraiment fort. Donc là, l'idée aussi, puisque sur Dijon, on est sur un contrat global de mobilité, donc un contrat qui reprend également le stationnement, qui reprend les vélos. Là aussi une première, c'est une première en France. Voilà, absolument, un contrat qu'on opère là, depuis début 2017. Et l'idée, c'est d'avoir aussi encore la carte bancaire comme étant facilitante en termes de non seulement de transport, mais de couture entre les différents modes et vers le stationnement. Donc on travaille d'ores et déjà là, sur le déploiement, bien sûr au niveau du vélo, mais à la suite sur le stationnement. Et ça, c'est notre prochain projet. Vous avez donné quelques chiffres. Ça représente quelle part de vos voyageurs ? Ces gens qui utilisent ce mode de paiement et qui demain, ou dans un avenir proche, l'utiliseront ? Parce que j'imagine que c'est quand même pas la majorité de vos voyageurs. On s'était fixé un objectif de 1% sous 12 mois, donc en début d'année 2019. Là, on va tangenter les 2%. La cible de 5% dans les 2 années à venir nous paraît réaliste quand on en parle avec Dijon Métropole par rapport à l'évolution des mobilités là, sur la métropole. Après, globalement, c'est la mobilité globale, justement les projets masse qu'on a en cours également sur Dijon qui feront le parcours global et qui feront qu'on pourra encore développer. Après, très clairement, je pense qu'il faut aussi rester raisonnable sur le niveau de fréquentation associé à ce type de titre. Je parlais d'occasionnel tout à l'heure, donc on peut être sur de l'occasionnel plus. On est d'ailleurs au passage assez surpris par le comportement, entre autres, je pense à une de nos catégories importantes de clients, là, les étudiants sur Dijon. On est surpris, eux, ils l'utilisent beaucoup. Alors aussi dans une pratique, qui est une pratique aussi un peu plus spot, donc finalement ils s'organisent différemment, ils ont un moment, un problème, il pleut, je prends pas mon vélo, en l'occurrence, je prends l'open payment et je fais un trajet avec ça. Donc ça facilite, c'est flexible par rapport à ça. Et ça rentre aussi, puisqu'on le citait au préalable, dans la volonté donc, de Dijon, avec le projet On Dijon, de connecter l'ensemble de la ville. Donc c'est le projet Smart City de la ville de Dijon, qui se matérialise entre autres et de manière emblématique avec un PC commun donc de l'ensemble, non seulement des mobilités, mais des facilités, donc l'énergie, le ramassage des déchets, la gestion de la voirie,
au niveau de Dijon, donc qui sera mis en place à partir d'avril 2019, donc très prochainement. Nous, on va y installer notre PC mobilité, et donc dans ce cadre-là, l'open payment est un des projets qui aussi facilitera la mobilité et qui permettra aussi d'avoir accès à un certain nombre de services. Donc ça, Dijon Métropole pousse beaucoup sur ce sujet-là, et nous, côté Keolis, on est auprès d'eux. Et je crois que vous prenez part aussi d'une autre façon à ce projet de Smart City via la gestion des carrefours, des feux. C'est aussi, on vous demande d'accompagner la collectivité sur ce point-là. Absolument. Alors, la priorité au bus, c'est un sujet qu'on connaît très très bien, je dirais tous dans la profession. Là, on rentre dans une gestion de trafic centralisée. Donc, ce PC commun de On Dijon, qui sera inauguré en avril prochain, reprendra donc l'ensemble des PC existants, donc PC trafic, PC police, donc pour la partie sûreté, et donc on aura notre PC, le PC transport sur place. Et Dijon est en train de se piétoniser fortement, Dijon est en train de faire évoluer sa mobilité, et donc on aura une gestion centralisée de l'ensemble du trafic avec le PC mobilité classique, vraiment à côté de nos opérateurs de PC pour le tram et le bus. Donc c'est un des enjeux également très forts. On y associe des objectifs bien sûr de régularité plus forts encore de nos lignes, mais également du trafic en voiture, et bien sûr des objectifs de productivité à terme. Merci. Peggy Loop, vous avez choisi, vous, de nous parler du véhicule autonome à Rouen. Et je crois que vous avez aussi un petit film qui va introduire votre propos. Oui, alors juste quelques mots avant de passer le film. Oui, j'ai choisi de vous parler de véhicules autonomes. Il faut savoir que le véhicule autonome à Rouen, c'est en fait une vieille histoire, entre guillemets, dans le sens où il y a 15 ans, la métropole de Rouen mettait en service des bus à guidage optique qui permettent en fait d'accoster aux stations de manière très proche et donc de faciliter l'accès PMR, poussettes, etc. Et donc ça fait donc un certain temps que ces technologies sont dans l'air, entre guillemets, et ça paraissait une opportunité, ça paraissait logique de lancer un grand projet autour du véhicule autonome dans cette collectivité. Et donc c'est ce qui a été fait avec une première en Europe. Alors pourquoi une première en Europe? Parce qu'on est sur un service de transport à la demande, sur route ouverte au public, le service est ouvert au public, et à 30 km/h. Donc tout ça fait qu'on est aujourd'hui sur une première en Europe, et je vous propose de découvrir ce que ça donne avec le petit film, effectivement. Donc, comme vous le disiez, une expérimentation, une première en matière d'expérimentation en circulation ouverte, transport à la demande. Comment ça se prépare un projet comme ça? Est-ce que j'imagine que c'est très long à se mettre en place, ça demande plusieurs années. Comment on fait pour équiper les véhicules, l'infrastructure?
Alors, c'est pas si long que ça. Là aussi, on était plutôt sur un calendrier d'une année. Donc, en l'occurrence, je vous parle du travail que des collègues ont fait avant moi, puisque je suis arrivée il y a peu de temps pour prendre cette belle responsabilité. Mais en tout cas, concrètement, ce qui est la volonté qui a été forte dès le début du projet, c'est de se dire que on voulait confronter le sujet du véhicule autonome à la réalité du terrain, et donc le sujet d'un système de mobilité partagée, donc sur le terrain et en tout cas en lien avec l'exploitation. Le projet s'est énormément appuyé sur l'écosystème local, donc ça veut dire un partenariat entre plusieurs acteurs que sont Renault, la métropole, la Matmut qui est à son siège à Rouen, et puis Transdev, et avec l'idée que tous les partenaires travaillent sur l'ensemble du système, mais avec quand même une spécialité pour chacun. Donc pour Renault, évidemment, les véhicules, pour la métropole, l'infrastructure connectée, pour la Matmut, le système d'assurance, dont on sait qu'il pose plein de questions avec les véhicules autonomes. Et puis pour nous, Transdev, le système de supervision et la gestion de flotte. Et la volonté, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, on travaille, on avance évidemment techniquement, mais c'est certainement pas le seul sujet à traiter. Et on a un gros travail d'insertion à la fois chez les collaborateurs, chez les salariés pour nous, et puis dans la population. Alors chez les salariés pour nous, comment ça se traduit ? Concrètement, ce sont des régulateurs de notre PC qui sont les superviseurs véhicules autonomes. Ce sont des conducteurs de Transdev Rouen, des bus qui sont safety drivers, ce qu'on appelle safety drivers, donc ceux qu'on voit à l'image et qui sont pour l'instant présents dans le véhicule pour des raisons de réglementaires, évidemment, de sécurité. Et puis, on fait appel à des panélistes. Aujourd'hui, on a plus de 300 panélistes qui sont portés volontaires pour construire avec nous, et tester. Et donc, c'est ce qu'on fait en permanence. Alors justement, quels sont les premiers retours d'expérience ? C'est un peu jeune, mais j'imagine que vous avez quand même quelques données que vous devez suivre de façon très régulière. Tout à fait. Alors, le premier retour, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de l'acceptabilité du véhicule autonome, de l'appréhension. Notre constat, c'est qu'en fait, finalement, sur l'ensemble des panélistes qui ont aujourd'hui testé la solution, en fait, il y en a très peu qui appréhendent. Il y en a moins de 2 sur 10. Et alors, quand ils ont visité le PC, la supervision avant, là, ça baisse carrément à 1, quelque chose. Donc on voit qu'il y a une vraie confiance qui se développe au travers de la compréhension du système. Donc ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que on a un vrai travail à faire autour de la sécurité, évidemment, avant tout. Ça avance, et ça veut dire bien sûr que on est à travailler sur une feuille morte qui tombe, le véhicule s'arrête. Ça fait à ce point-là. Au début, oui. Au début, on est sur ce genre d'apprentissage. Et donc tout le sujet, c'est garder la sécurité maximum tout en ayant un confort de voyage qui soit évidemment correct, voire très bon. Et donc c'est tout cet apprentissage autour de l'intelligence artificielle qu'il faut travailler. Dans un contexte où tout ça est en ébullition, évidemment. Est-ce que vous êtes confronté à ce qu'a vécu Keolis, qui a expérimenté aussi dans plusieurs villes des véhicules autonomes, et notamment à La Défense, où justement des gens se mettaient devant, sautaient devant la voiture, et donc paralysaient un petit peu l'expérimentation, ou en tout cas les allées et venues des véhicules. Est-ce que vous êtes confronté aussi à cette difficulté ? Alors oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Là, on est en fait en terminus de métro, de tram, sur un campus, donc avec des étudiants qui quelquefois sont un peu joueurs.
Donc effectivement, on a expérimenté ça. Mais globalement, ce qui ressort le verbatim des panélistes, c'est que c'est bluffant. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de 30 km/h, c'est vraiment 30 km/h. Et voilà, et c'est très fluide par rapport à ce que j'ai pu voir. Effectivement, je l'ai vu moi en tant qu'habitante à La Défense, où c'est même sans d'ailleurs jouer, mais il y a tellement de flux de piétons que finalement la navette avance très peu. Là, on est sur une circulation quasi normale, dans une zone qui est en partie limitée à 30. Donc on n'a pas ça. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a encore une fois pas des réglages à faire, mais en tout cas, le ressenti des personnes, c'est bluffant parce que ça va vite par rapport à ce qu'on peut imaginer ou connaître. Quel est le montant de l'investissement ? Le retour sur investissement. Non, le montant. Combien ça coûte une expérimentation de ce type ? Alors, le montant global de l'expérimentation, qui donc s'étale de 2017 à 2019, c'est 11 millions d'euros. Partagés entre les différents partenaires, et donc dont une partie non négligeable portée par la métropole, la région, l'État. Voilà, je crois que donc on est à 3,9 millions d'euros pour l'investissement, on va dire métropole au sens large. Donc on est effectivement sur des montants assez importants, mais en même temps sur des enjeux très forts du point de vue du service rendu, d'autant plus que cette expérimentation va nous servir à travailler d'autres cas d'usage en complémentarité du service rendu aujourd'hui par le transport public et qui arrive à ses limites. Donc par exemple en horaire tardif, ou en bout de ligne, en centre-ville pour des mobilités douces, mais en complément de la marche à pied pour des populations particulières. Voilà, on est en train de travailler tout ça et de progresser en même temps encore une fois, sur des logiques de recherche qui sont quand même très pointues. Mais je pourrais revenir si besoin des questions. D'accord. Et juste une dernière question. Oui. Si l'expérience est positive jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après ? Alors oui, on a une idée bien sûr. Une idée déjà, c'est de pérenniser. Il y a 10 km aujourd'hui qui sont couverts, 3 boucles, 4 Zoé. L'idée, c'est qu'il y en a une boucle qui, pour le coup, peut tout à fait avoir un usage commercial, puisqu'elle se situe entre deux terminus, on va dire, et donc c'est un complément de ligne tout à fait exploitable. Ensuite, ce qu'on pense aussi, c'est que pour le coup, comme on est sur des logiques, encore une fois, d'écosystème local et puis de partenariat public-privé très large, on se dit que c'est probablement une zone qui peut servir en fait d'essai de manière beaucoup plus large à toutes les expérimentations véhicules autonomes, ou en tout cas un certain nombre, avec tous les sujets d'infrastructures connectées et de mobilier, et globalement, d'environnement connecté. Et puis par ailleurs, l'idée c'est de commencer dès 2019 et puis surtout en 2020 à aller sur d'autres cas d'usage. Celui que je mentionnais tout à l'heure, on a par exemple une ligne avec une capacité assez, qui nécessite une capacité assez réduite à ce stade et pour laquelle on imagine de pouvoir commencer à regarder comment finalement on met en place des navettes autonomes en substitution de certaines navettes en fonction des heures, etc. Très bien, merci. Yann Le Tilly, vous travaillez aussi à la SNCF sur les questions de véhicules autonomes. Mais avant, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, vous avez réagi sur l'intitulé de cette table ronde, 5 expériences qui marchent. Et vous vous êtes posé la question, mais c'est quoi des expériences qui marchent ? Donc pour vous, c'est quoi une expérience qui marche ? Effectivement, je pense que c'est une bonne question à un moment où il y a plein d'expérimentations. On voit que les technos avancent très vite. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces expérimentations ? Je pense qu'il y a 2 objectifs essentiels. En tout cas, moi, c'est ceux que je me fixe pour les expérimentations que je prépare
je vais conduire. La première, c'est évidemment de sécuriser des hypothèses. C'est-à-dire, on fait des hypothèses, ça peut être des hypothèses techniques, ça peut être des hypothèses sur le besoin. Et donc, on fait l'expérimentation pour tester. Et une expérimentation qui marche, ça peut être une expérimentation dans laquelle, finalement, on a compris que ce qu'on avait en tête répondait pas aux besoins ou n'était pas atteignable techniquement à court terme. Donc ça, je pense que c'est très important de garder ça en tête. Et le deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'on est sur des sujets dans lesquels finalement on a besoin de consensus. C'est-à-dire on a besoin de convaincre nos utilisateurs, on a besoin de convaincre les autorités organisatrices, on a besoin souvent de travailler de concert avec des partenaires. Et donc une expérimentation, c'est aussi un temps où on va travailler de façon assez ouverte, si possible en co-construction. Tu as aussi parlé de ça, Thomas. Là, je pense que le périmètre de l'expérimentation, c'est aussi un moment où on peut travailler différemment avec des acteurs nouveaux et essayer d'atteindre un consensus, essayer de relancer des sujets qui parfois sont un peu bloqués. Très bien, je vous remercie pour ces précisions. Et donc, que fait la SNCF, que prépare la SNCF en matière de véhicules autonomes? Alors, dans le groupe SNCF, ce qui est surtout visible en termes de véhicules autonomes aujourd'hui, c'est l'action de Keolis. Vous en avez un petit peu parlé, Thomas pourrait en parler aussi, parce que pour arriver à Dijon, il est passé par Lyon, et donc il a rencontré des navettes à cet endroit-là. Keolis est un acteur actif. Alors au sein de l'établissement public, on est d'abord concerné par l'avenir du rail, et finalement la création de postes, nouveau système de mobilité, consiste pour moi à essayer d'éclairer ce que l'avenir de la route peut vouloir dire pour le rail, c'est-à-dire quelles vont être les interactions finalement entre les innovations sur la route et ce qui va se passer sur le rail. Très concrètement, on travaille sur une première expérimentation, donc qui doit nous permettre de valider à la fois des sujets techniques et puis des sujets de besoins et de dynamique, on va dire, territoriale, à Nantes, sur un segment de voie qui est une ancienne voie fret, qui est aujourd'hui désaffectée, et sur laquelle on propose à nos partenaires, on appelle les partenaires pour mettre en place un service de type véhicule autonome. D'accord. Sur combien de kilomètres? Alors, souvent, effectivement, nos emprises sont sur des distances un petit peu plus longues que ce qu'on constate classiquement en matière de véhicules autonomes aujourd'hui, même si tout ça change. Et donc là, on est sur un linéaire de 8 km, ce qui veut dire qu'en termes de service, on aimerait bien avoir des vitesses qui soient effectivement plutôt de l'ordre de 50-30 km/h. Et en tout cas, la question du bon couplage entre la sécurité d'une part et la vitesse d'autre part, sur le plan technique, c'est quelque chose qui est très important. C'est essentiel. L'idée de le travailler avec des compléments sur l'infrastructure, comme ce qui a été montré dans le film, est une perspective qui est très intéressante et qui est un champ un petit peu d'expérimentation particulier pour les opérateurs de transport public qui souvent ont une certaine proximité, même quand ils interviennent en milieu urbain, mais une certaine proximité, une certaine maîtrise sur l'infrastructure. Et donc, voilà, là, il y a pas mal de choses à creuser. L'expérimentation serait lancée quand ? C'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à considérer qu'elle est déjà lancée pour ce qui est de la dynamique, puisqu'on en a parlé à nos partenaires et on commence à avoir les premiers engagements. Très concrètement, la transformation de l'infrastructure, c'est la première étape. Et ça va prendre du temps, le temps de le décider et le temps de... Voilà. Donc et c'est-à-dire qu'on enlève les rails et puis après on fait quoi ? Alors les rails sont sur le segment que je vous évoque, bien qu'ils fassent encore partie du système ferroviaire, c'est une voie qui est assez dégradée, donc il n'y a pas de continuité des rails de bout en bout. Donc, mais ceci dit, il faut les retirer, il faut aménager le site. Le transformer en route, c'est rapide parce que c'est pas tout à fait une route, c'est quelque chose qui n'a pas les caractéristiques d'une voie routière. Donc il faut qu'on travaille ce concept-là. Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on espère ouvrir le service
pas avant 2020. Voilà, maintenant. D'accord. Donc il y a tout un travail de préparation avant ça. On espère que les technologies et le couplage sécurité-vitesse aura bien avancé d'ici là. C'est un peu plus compliqué que sur route, le fait de transformer l'infrastructure. Est-ce que ça risque pas d'être un peu moins souple que ce que permet habituellement un véhicule ? Alors, l'idée de transformer l'infrastructure, c'est vraiment un challenge et probablement que c'est pas pertinent partout. Là, on est dans un contexte périurbain dense avec beaucoup de routes saturées aux heures de pointe tout autour, et donc l'idée de remobiliser cette infrastructure pour un service de transport a du sens. Pour ce qui est de la flexibilité, je pense que la route aujourd'hui est justement quelque chose d'extrêmement flexible. C'est-à-dire que ces navettes, on peut créer à T0, il n'y a pas nécessairement de besoin, donc quelques navettes peuvent permettre d'amorcer la pompe et de valider la pertinence du service. Et puis ensuite, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer très facilement, de façon beaucoup, beaucoup plus souple que ce qu'on connaît en termes de services ferroviaires, vers quelque chose qui petit à petit peut avoir une capacité importante. Ce serait quoi, des voitures qui s'accrocheraient les unes derrière les autres comme un train ? On peut imaginer des trains de voitures dans un premier temps, et puis on peut même imaginer des véhicules beaucoup plus capacitifs que des voitures, des bus, voire des bus articulés, enfin voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de questions quand même qui se posent sur le coût d'exploitation d'un tel système ? Oui. Et la faisabilité de ces véhicules, enfin bon, tout un ensemble de coûts assez complexes, parce que c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est très intéressant, on le voit beaucoup dans la LOM, c'est beaucoup réclamé par les élus, les véhicules autonomes sur les voies dédiées, mais on a l'impression que l'idée est bonne, mais qu'elle est sacrément difficile à réaliser, et risque d'être chère. Oui, mais c'est là, je pense que la notion d'expérimentation prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un est capable de s'engager sur le coût d'exploitation d'un service de véhicule autonome en 2022, je serais heureux de le rencontrer et de travailler avec lui. Il y a énormément de points d'interrogation, des points d'interrogation techniques, des points d'interrogation réglementaires, des points d'interrogation liés simplement aux modalités de service et à l'appétence que vont avoir les voyageurs. Donc on est confronté à tout un tas de points d'interrogation. Ça vaut le coup, et en tout cas SNCF en est convaincu, d'investir. Alors pas de façon, je dirais, c'est pas la peine de rajouter des investissements sur des choses qui ont déjà été faites, mais quand on est sur un problème qui est un petit peu nouveau, et là en l'occurrence, je pense qu'on est sur un cas d'usage qui est tout à fait spécifique et qui a un intérêt particulier pour nous, donc ça vaut le coup d'investir un petit peu pour monter une expérimentation et petit à petit répondre aux questions que vous évoquez. Et la question du coût, elle est centrale et c'est une vraie bonne question. On ne sait pas. Et dernière question, qui sont vos partenaires ? Vous les avez évoqués, vous ne les avez pas cités ? Alors on travaille beaucoup là, le temps est celui des partenaires institutionnels. Donc on travaille à la fois avec la région, qui est le partenaire naturel pour la SNCF, Nantes Métropole, qui est en charge des déplacements sur cette zone. Sur le plan industriel, on a rejoint un consortium, un vaste consortium dont je pourrais peut-être dire un mot, qui s'appelle le SAM, qui répond à un appel d'offres EVRA. Et ce consortium, il est notable parce qu'il rassemble vraiment la grande majorité, l'immense majorité des acteurs français du véhicule autonome, que ce soit des constructeurs ou des opérateurs. On s'amusait avec Peggy avant la réunion à constater que pour une fois, on était dans un consortium commun. D'accord, Transdev en fait partie. Absolument. La RATP ? La RATP, tous les opérateurs publics, en fait, les majeurs y participent, Keolis y compris. Les grands fabricants automobiles, PSA et Renault aussi, Vinci, et j'en oublie certainement puisqu'il y a 11 partenaires industriels, il y a 19 territoires d'expérimentation, et donc je crois qu'il y a un consensus quand même aujourd'hui autour de l'idée, y compris au niveau du gouvernement finalement, pour dire qu'il faut expérimenter et il faut veiller à ce que ces expérimentations ne s'empilent pas. Il faut essayer de s'assurer le plus possible que chaque expérimentation apporte des éléments de réponse. Et donc il y a une notion importante qui est la notion de bien commun, et tout le monde s'engage à enrichir le bien commun à travers les différentes expérimentations. Très bien, merci.
Christophe Wolf, vous allez nous parler, on va changer un petit peu de domaine, vous allez nous parler du compte de mobilité mis en place par Mulhouse. Quand on évoque ce compte mobilité, on entend souvent dire que c'est la préfiguration du MaaS à la française. Expliquez-nous un petit peu ce que la collectivité a voulu mettre en place et puis comment vous avez procédé et quels sont... Alors là aussi, c'est tout jeune, hein, ça date de la rentrée, même s'il y a eu une phase de test avant. Voilà, comment ça se passe, cette mise en place? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors un petit mot pour expliquer rapidement ce qu'est le compte mobilité, ou en tout cas comment nous on le présente. L'idée, c'est de dire que c'est un nouveau service qui est proposé par l'agglomération avec ses partenaires que sont la ville de Mulhouse, qui est compétente pour tout ce qui est stationnement dans la ville de Mulhouse et les parkings en ouvrage. Ces partenaires sont aussi évidemment Transdev, en tout cas la SEM locale, qui est l'exploitant des transports urbains, ainsi que Indigo et Citivia qui gèrent les parkings, ou encore Deco qui gère un service de vélo en libre service dans l'agglomération, et Cities qui est une SCOP qui fait de l'autopartage. Ce sont les partenaires, la région également. Et donc avec ces partenaires, l'idée c'est de faciliter l'accès à l'ensemble de ces services, d'offrir l'accès à tous ces services et de proposer aux utilisateurs de payer à la fin du mois uniquement ce qu'ils ont réellement consommé. Alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est une seule inscription, soit sur Internet, soit sur une application dédiée, qui vous permet ensuite d'accéder au bus et au tram. Avec l'appli, vous validez votre déplacement, ou alors d'accéder avec une carte au parking, rentrer et sortir du parking, retirer, débloquer un vélo, ou avec l'appli, vous pouvez réserver un véhicule d'autopartage, et puis quand la date arrive, vous pouvez ouvrir le véhicule aussi depuis l'appli. Ça, ce sont les services qui existent pour le moment. L'objectif étant évidemment de faciliter. L'idée, c'est de donner envie aux gens d'utiliser un peu plus les modes alternatifs à l'autosolisme en facilitant l'accès. Parce qu'on avait cette idée que finalement les transports en commun, c'est quand même pas si facile pour tout le monde quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas de monnaie, on n'est pas sûr d'être sur le bon quai, on n'est pas sûr que le bus soit déjà passé ou pas. Donc il y a beaucoup de questions qu'on se pose. C'est un univers en soi. Le vélo, c'est encore un autre univers. L'autopartage, j'en parle pas, c'est très compliqué aussi. Et donc d'essayer d'effacer cette complexité à l'accès, on pense que ça va développer leur usage. Alors comment est-ce qu'on a procédé? À notre sens, il y a essentiellement deux piliers. Le premier, c'est le partenariat, évidemment. Donc c'est à partir du moment où on a eu cette idée, sur la base d'un échec d'ailleurs, des réflexions qu'on conduisait à l'échelle de la région Alsace avec toutes les autorités de transport sur la mise en place d'une carte orange alsacienne. Ça faisait 15 ans qu'on travaillait à une carte orange, mais au bout de 15 ans, on ne savait plus si c'était... Je caricature un petit peu, vous m'excusez, mais on ne sait plus si c'était un abonnement unique, si c'était une carte unique. Et au final, ce qu'on s'est dit à Mulhouse, c'est que plutôt que de travailler sur l'intermodalité, donc les bus plus les trains, il y avait peut-être intérêt à se concentrer sur les déplacements du quotidien à l'échelle de l'agglo et la multimodalité, c'est-à-dire les bus, les trains, mais aussi le vélo, et surtout les services qu'on rend à la voiture. Parce que ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans les bus, dans les trams ou sur les vélos, ils sont souvent dans la voiture. Et il fallait qu'on s'adresse à eux d'une certaine manière. Et l'idée, c'était d'aller les chercher là où ils étaient, c'est dans les parkings et sur le stationnement. Donc le partenariat, et une fois qu'on a réussi à convaincre chacun de nous accompagner, ce qui est très important, c'est effectivement de bien comprendre les motivations de chacun, parce que chaque partenaire a des intérêts complètement différents. Vous imaginez bien que Deco, par exemple, avec son service Vélocité à Mulhouse, le chiffre d'affaires de ce service-là n'est pas du tout un enjeu pour lui. Ce service s'est adossé à un autre contrat avec la ville de Mulhouse, avec l'occupation du domaine public pour la publicité. Donc lui, l'enjeu n'était pas du tout financier. Avec Solea, Transdev, donc les transports urbains, on a beaucoup travaillé sur les impacts possibles sur les recettes. Il y a du plus, mais il peut y avoir du moins, etc. Donc les enjeux sont très divers, et de pouvoir garder l'équilibre entre des gros partenaires, des plus petits partenaires, ça c'était assez délicat et à mon sens assez important. Et un des principes qu'on a adopté, c'est que
quel que soit, dans ce projet-là, personne n'est le sous-traitant de personne. C'est qu'il n'y avait pas, il y a vraiment cette volonté d'être toujours tous ensemble autour de la table, avec une animation de la collectivité, mais vraiment à égalité. Est-ce que ça complique pas les choses, justement, que chacun ait son propre chef et qu'il n'y a pas de sous-traitance dans la répartition des recettes après? À un moment donné du projet à l'origine, c'est une question qu'on s'est effectivement posée dans l'agglomération. Est-ce qu'on ne va pas créer une structure dédiée, pilotée, pourquoi pas par le transporteur urbain? Au final, c'est pas ce qui s'est mis en place. C'est important aussi. Pourquoi? Parce que dans la philosophie du compte mobilité, vous prenez le bus, vous restez le client de Solea. Vous prenez le vélo, vous restez le client de Deco quand vous êtes sur un vélo. Vous prenez une voiture Cities, vous restez client de Cities. Si vous avez un problème avec votre voiture à minuit, vous appelez pas l'agglomération ou le compte mobilité, vous appelez Cities qui a un service 24 heures sur 24. Est-ce que ça risque pas de coûter plus cher à l'utilisateur? S'il avait une sorte de package, un abonnement, ça lui coûterait peut-être moins cher que de payer à chaque fois son déplacement à un opérateur? Alors, non. En réalité, vous faites des économies avec le compte mobilité et justement, l'idée c'était de dire si vous consommez rien, vous payez rien. Alors, les abonnements uniques, ça existe, pas loin de Mulhouse, à Strasbourg, c'est en place depuis longtemps. Un des défauts qu'on voyait à Mulhouse, c'était que cet empilement des abonnements, même si chacun fait une réduction importante, ça reste quand même un montant assez élevé à payer chaque mois. Et vous n'êtes pas chaque mois un usager intensif à la fois du bus, à la fois du vélo, à la fois de l'autopartage. Donc cette idée de ne pas aller vers un abonnement unique et de payer uniquement ce qu'on doit, c'était important. Et au final, je dis que c'est moins cher. Pourquoi? Parce que, par exemple, Cities, qui lui, clairement, a une motivation d'élargir sa clientèle. Aujourd'hui, un des freins à l'utilisation de l'autopartage, c'est l'inscription. Il y a l'inscription, vous payez 150 € de garantie. Avec le compte mobilité, finalement, c'est M2A qui porte ce risque-là sur les 150 €. Donc ça ne vous coûte rien de vous inscrire à Cities. C'est fait automatiquement. Enfin, vous faites la photo de votre permis. Cities va vérifier que votre permis est valide. Et ensuite, vous pouvez réserver une voiture. Donc eux font un effort financier pour intéresser les gens. Et vous avez même accès à des tarifs qui, normalement, sont accessibles qu'aux personnes qui payent un abonnement mensuel. Donc c'est moins cher. C'est également moins cher avec les transports urbains. Vous payez à chaque déplacement, ça c'est le modèle de Nantes, vous payez le prix d'un ticket de carnet. Vous avez le droit de vous dépasser 1 heure, y compris sur un aller-retour, ce qui n'est pas vrai avec les tickets papier qu'on a encore à Mulhouse. Et vous êtes plafonné, capé à l'abonnement mensuel. Alors, voilà, l'abonnement mensuel. Et donc la collectivité locale prend en charge le surplus, s'il y a, puisque vous dites qu'il y a un plafond. Non, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, on va analyser l'impact sur les recettes, mais effectivement, les utilisateurs ne paieront jamais plus qu'un abonnement mensuel. Et l'impact sur les recettes, vous dites que vous avez essayé de l'estimer, il se monte à combien? Aujourd'hui, on a fait toute une étude avec Transdev, on a estimé que l'impact est à peu près nul. C'est-à-dire qu'il y a autant de plus que de moins, mais il va falloir effectivement suivre ça de près. Et le deuxième pilier, puisqu'il y avait le partenariat, mais également la co-construction avec les utilisateurs. Alors, tout le monde en parle beaucoup, mais c'était vraiment important pour nous, même si on ne savait pas trop comment faire. Une des premières choses qu'on a tout de suite faites, c'est de tester l'idée qu'on avait de cette multimodalité, le post-paiement, et de valider cette idée-là, et deuxièmement, d'identifier quels étaient les freins ou les conditions de réussite. Et on a quand même largement réorienté le projet très souvent, ce qui était aussi très compliqué pendant le développement, parce qu'on a rajouté des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues, mais qui avaient émergé des échanges qu'on avait avec les utilisateurs. Vous avez parlé de multimodalité, mais il y a un grand absent dans le compte mobilité, c'est le TER. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi proposer prochainement le TER ? On ne va pas descendre de ce podium sans signer un accord. Oui, bien sûr qu'on l'espère. Alors, sur le TER, on en discute avec la SNCF, mais aussi avec la région. Le point de blocage par rapport au TER aujourd'hui, c'est le post-paiement. De payer aujourd'hui, quand vous prenez un billet de train, sauf exception, en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand vous rentrez dans le train, vous avez déjà payé. Donc cette idée du post-paiement, c'est pas encore dans les mœurs, en tout cas à côté SNCF. Alors après, il y a différents moyens de discuter de ça. Qui porte le risque? Est-ce qu'on commence sur un autre modèle? Est-ce que si vous voulez aller à Strasbourg avec le compte mobilité, vous payez tout de suite
plutôt qu'à la fin du mois. Est-ce que c'est un problème pour les utilisateurs? Je ne suis pas bien sûr, mais ce sont les questions qu'on se pose et qu'on va essayer de tester. Très bien, à suivre donc. Avec vous, Patrick Vautier, on va sortir un petit peu des frontières françaises, et parce que vous allez nous parler de Casablanca, notamment. Donc, à Casablanca, vous utilisez, vous exploitez les données, et à partir du traitement de données, vous pouvez mieux organiser les flux de véhicules, si j'ai bien compris. Et vous aussi, vous avez un petit film, donc dites-nous quand vous voulez le passer, vous nous faites signe. Le film, c'est pas pour commenter, c'est juste que, pendant que je parle, vous ayez des illustrations de comment ça se passe, parce que finalement l'apprentissage majeur de ce qu'on a lancé maintenant il y a 3 ans à... Je suis pas sûre que ça soit ça. Si c'est la suite, appuyez d'un clic. Ce qu'on a lancé à Casablanca depuis 3 ans finalement, c'est d'utiliser toutes les données dont on dispose. Vous savez, depuis 4-5 ans, on a vu arriver les gens qui nous parlaient du big data, les grandes sociétés de services, de consulting, etc. Et finalement, tout le monde venait en disant qu'ils avaient des solutions, mais personne n'avait de problème. Donc, une fois que vous avez des données qui viennent de la validation, des données qui viennent de l'exploitation, qui viennent de tous les systèmes d'Internet des objets, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et le grand enseignement, c'est que c'est vraiment intéressant à condition qu'on soit, 1, sur des cas d'usage, et 2, sur du partage entre l'ensemble des acteurs, que ce soit ceux qui soient à l'intérieur de l'entreprise, de l'opérateur dans ce cas-là, mais aussi entre l'opérateur et son autorité organisatrice pour trouver les solutions. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Casablanca ? On a hérité d'un réseau tout neuf qu'on nous a confié fin 2012 avec tous les outils, et vous savez comment ça se passe. On est dans des métiers qui sont très centrés sur le temps réel, la résolution des problèmes au fil de l'eau quand ils arrivent, et puis finalement, de temps en temps, on demande un reporting où on analyse un incident et tout le monde se précipite pour essayer de retrouver qu'est-ce qui s'était passé afin d'amener une réponse, des rapports, etc. On a essayé de reprendre le problème complètement différemment en se disant, en partant de ces données, on va travailler sur des sujets qui, d'une part, sont déjà dans le contrat, et d'autre part, on va essayer de les traiter en permanence pour qu'on n'ait pas ces phénomènes de précipitation qui font que finalement, on peut se l'avouer, le travail n'est pas toujours aussi bien fait que si on avait eu un peu plus de temps. Alors, les cas d'usage sur lesquels on est parti, parce qu'ils étaient dans le contrat. Au début, il y en avait 2. Les enquêtes origine-destination, c'est un grand classique. Vous lancez une nouvelle infrastructure, vous voulez savoir finalement comment les gens l'utilisent. En général, dans les contrats de DSP, il y a des budgets tous les 3-4 ans pour faire une enquête origine-destination. Nous, on est parti du principe qu'en ayant des validations qui étaient faites systématiquement tous les jours par un pourcentage important de la population, parce qu'à Casablanca, le tramway a la particularité d'avoir des stations fermées dans lesquelles les gens valident en entrée et en sortie. Donc on s'est dit, la validation, on l'a, on a les entrées, on a les sorties, tout ça restant anonyme bien sûr, on va produire de l'enquête origine-destination en permanence. Ce qui va permettre pas simplement d'être sur une moyenne, en disant que l'OD la plus importante, c'est entre Sidi Moumen et la place des Nations Unies, mais de rentrer dans des détails qui sont ceux de l'heure de pointe, qui sont ceux, par exemple, des jours du Ramadan, qui sont ceux des dimanches où les gens vont à la plage, etc. Et donc de sortir d'une vision moyenne du réseau pour être sur des problèmes qui se posaient d'adaptation entre le niveau d'offre et le niveau de la demande et de l'usage. Le deuxième cas qui était important à traiter, c'était la question du respect de la régularité des tableaux de marche, parce que derrière, bien entendu, il y avait des questions de bonus et surtout des questions de malus. Donc, on s'est mis à analyser qu'est-ce qui se passait et finalement, comment tout ça s'est concrétisé. Ça a commencé à se concrétiser 18 mois après le lancement du tramway, avec une sorte de rumeur qui montait et qui s'installait de plus en plus dans le dialogue entre l'autorité organisatrice et l'opérateur sur le fait que la clientèle commençait à être insatisfaite en heure de pointe le matin parce qu'il y avait trop de monde et les tramways étaient saturés et qu'on ne pouvait plus monter à bord, etc. Et donc tout le monde avait un avis sur le sujet et en général, quand le trafic est saturé, on commence à se dire est-ce qu'il ne faut pas racheter des tramways ? Alors dans ce cas-là, vous parlez par exemple de 2 tramways, de 18 à 24 mois d'attente.
de quelques millions d'euros à investir, ce qui n'est pas forcément une résolution du problème à court terme. Vous parlez de repenser complètement l'organisation de la maintenance pour avoir plus de tramways disponibles en heure de pointe. Bref, tout le monde, une fois encore, a des idées, mais finalement, quel est le problème? Et on a utilisé toutes ces données en croisant les données de fréquentation et le parcours réel que les tramways avaient effectué pour arriver à déterminer quelle était, dans chaque tramway, à chaque minute, la charge qui avait eu lieu le jour d'avant, l'année d'avant, en heure de pointe, etc., etc. Et à partir de là, le dialogue, il change complètement. On est sorti du vous respectez pas le tableau de marche que je vous ai donné, oui, mais vous comprenez, c'est pas possible, on n'a pas la priorité à tous les feux rouges, enfin, plein de choses que beaucoup d'entre vous ont expérimenté, à une objectivation du sujet, parce qu'une fois que l'information est partagée et mise en scène, et d'où l'importance d'avoir des outils qui sont très faciles à appréhender, très visuels, sortir de la logique de l'expert pour être dans le partage, force est de constater que on arrive à objectiver quel était le problème. Et dans notre cas, la rumeur qui enflait correspondait en fait à 3 stations pendant à peu près 40 minutes, certains jours de semaine, en gros à l'heure de pointe du matin. À partir de là, tout le monde peut bien comprendre qu'investir 2 rames de tramway, c'est quand même peut-être pas la peine. Et si vous avez gagné la confiance dans le dialogue en partageant le constat, on a gagné à cette occasion-là la confiance pour dire laissez-nous faire, on va vous faire des propositions de scénarios. Et avec ce genre d'outils, on peut faire des tests. Donc c'est des outils qui permettent de voir la situation, de rejouer le passé et aussi de tester des scénarios sur le futur. Donc typiquement, on a regardé avec les experts des métiers, des méthodes, si on pouvait changer le graphiquage en injectant des tramways en heure de pointe, plein de sujets techniques. Et finalement, quand vous partagez ça, on a réussi à convaincre notre client, l'autorité organisatrice, que le sujet n'était pas de respecter ou pas des tableaux de marche, mais que si on voulait vraiment améliorer la satisfaction des voyageurs, on avait une réponse technique qui était disponible en modifiant les fréquences en heure de pointe. On était capable de mesurer les impacts et donc on a réussi à générer 20% de capacité supplémentaire en heure de pointe sans avoir à investir un seul centime dans du matériel ou repenser les pas de maintenance ou toute l'organisation de l'exploitation et de la maintenance. Et à partir de là, ça a été la première grande expérience. Dans la mesure où l'outil permet d'objectiver, de dialoguer, petit à petit, les demandes arrivent et on se met à traiter d'autres sujets. On est passé sur de la maintenance prédictive sur les appareils de distribution de titres. Maintenant, on teste un système d'identification des points où il faut agir sur la fraude, etc., etc. Vous m'avez parlé d'un autre exemple. Cette fois-ci, il s'agit de Riyad, où on vous a demandé une solution d'innover avec une solution pour les premiers et derniers kilomètres en faisant appel à une plateforme du type Uber. Oui, exactement. En fait, à Riyad, on est en train de construire depuis 4 ans maintenant un réseau avec la ville de Riyad. En gros, avant que Riyad lance ses appels d'offres et construise 6 lignes de métro, un réseau d'à peu près 1000 bus, il y avait une dizaine de bus en circulation. Tout le reste, c'est 6 millions d'habitants en voiture. À partir du moment où cet investissement a été fait, il y a eu toute une démarche qui a été conduite avec un plan général de transport où tout est hiérarchisé. 6 lignes de métro qui font des lignes de colonne vertébrale du système, des lignes structurantes, 2 lignes de BHNS qui viennent renforcer ça, des bus classiques et au bout du bout, on restait quand même dans une organisation de ville un peu à l'américaine, dans lequel vous avez des carrés qui font à peu près 2 km de côté, qui sont assez densément habités, avec des circulations très complexes, dans une ville où 6 mois de l'année, il fait quand même un peu plus de 45 degrés. Donc, imaginez le transport public, en particulier en bus, en imaginant qu'on va convaincre des gens qui font de la voiture porte à porte
pour monter dans des métros et encore plus dans les bus, si on n'est pas capable de les prendre en bas de chez eux et pas à 200 mètres ou à 400 mètres, vous savez, les distances habituelles qu'on prend, pour les amener jusqu'à la station ou de métro, c'était un pari qui était perdu d'avance. Dans le contrat initial, quand RATP-Dev a gagné le contrat de bus, on avait gagné une offre de transport à la demande qui devait permettre de servir tout ça. On avait à peu près 120 minibus pour faire tout le service. Les premières études ont montré qu'à moins de 600 véhicules, on n'était pas en capacité d'amener cette finesse de ma porte jusqu'à la station. Et donc, l'autorité organisatrice nous a demandé de réfléchir en disant abandonnez votre transport à la demande et essayez de trouver une solution où on a une offre massive pour faire ce premier ou ce dernier kilomètre. Et là, on a commencé il y a maintenant une quinzaine de mois à travailler avec les deux grands opérateurs de ce qu'ils appellent là-bas les smart taxis, c'est-à-dire Uber et Carim, pour regarder comment on arrivait à fabriquer un modèle dans lequel, dans un cadre de transport public, on arriverait à combiner l'usage d'un véhicule qu'on appelle à travers une application comme n'importe quel Uber qu'on peut commander ici ou d'autres solutions, pour utiliser ce véhicule à un prix de transport public qui vient s'additionner comme un extra au prix du ticket de métro et aller jusqu'à la station de métro ou jusqu'à la gare d'interchange des BHNS. Le projet, il est prêt maintenant. Reste à négocier, et ce n'est pas le plus simple, les accords commerciaux entre Uber, qui paiera ses chauffeurs sur la course, et puis l'autorité organisatrice qui financera une partie du transport. Ça doit être lancé au mois de juin prochain. On est en train de lancer l'appel d'offres pour en sélectionner un des deux, voire d'autres acteurs, mais c'est sans doute les deux favoris vu leur implication sur Riyad. Après, il y aura un pilote d'1 an sur 2 zones pour voir si cette mixité de l'offre, mais centrée sur une logique de transport public, permet vraiment de combler ces quelques centaines de mètres ou ces quelques kilomètres pour convaincre une partie des utilisateurs de la voiture de vraiment basculer dans le transport public. Et puis après, si ça marche, on généralise. Très bien, on suivra ce dossier également. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une question sur les différents projets évoqués, le MaaS, le véhicule autonome, l'open data. Ah, deux questions. Si vous voulez bien les poser assez rapidement parce que le temps tourne et on va bientôt achever cette table ronde. Bonjour, ma question est sur l'expérimentation à Rouen. Combien de véhicules autonomes tournent actuellement à Rouen ? Il y a 4 Zoé qui tournent aujourd'hui. Et on y rajoutera bientôt une navette e-Cristal, donc de chez Laure, qui devrait être mise en service l'année prochaine. Enfin, qui sera mise en service l'année prochaine. Bonjour, pour Casablanca, le fait d'augmenter le nombre de transports en pointe, ça me semble comme être un peu du bon sens. À part la durée, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme innovation sur le fait vous avez 20% de transport en plus en période de pointe, ça me semble un peu normal, non ? Vous avez raison, techniquement c'est normal. Après, ça renvoie plus. Et c'est pour ça que je disais que c'était un des apports les plus forts. C'est finalement la capacité de ces outils, c'est de créer des conditions de dialogue. Si vous regardez le contrat qui existait, c'était RATP-Dev doit passer toutes les 5 minutes en heure de pointe et toutes les 7 minutes en heure creuse. Et le constat, c'est qu'on y arrive ou on n'y arrive pas, mais finalement, on ne s'occupe pas contractuellement, personne n'est responsable de se dire est-ce que le service qu'on m'a demandé de faire et que je fais plus ou moins bien rend le service que la population attend. Et on était dans une situation qui a duré à peu près 2 ans, dans lequel l'autorité dit vous avez un contrat, vous le respectez, et l'opérateur dit moi de toute façon je suis payé à faire des kilomètres, du moment que je réalise ce qui était prévu, etc. L'enjeu de tout ça, c'est
effectivement de franchir tous les obstacles qui peuvent exister dans les formes habituelles de travail. Je vous demande un rapport, il faut 3 mois pour le sortir, je le lis, moi je ne suis pas d'accord avec vos hypothèses, on fait une réunion, on se revoit 3 mois plus tard, pour dire finalement comment on fait apparaître des solutions qui sont des solutions effectivement de bon sens, mais qui, je peux vous le garantir, pendant 2 ans, ne sont pas abordées parce que chacun reste sur son rôle et le non-partage des enjeux. Donc ce n'est pas la technique qui vient sauver finalement quelque chose qu'il est classique de faire. L'autre enjeu, c'est que faire un test de simulation avant de faire graphiquer le travail, voir les impacts, etc., ça dure à peu près une dizaine de secondes. Donc vous pouvez tout à fait, soit en interne de l'entreprise, entre l'exploitation et le commercial, soit avec votre autorité organisatrice, tester à la volée et en direct plein de solutions, en voir les impacts et dire ça je prends, vous pouvez travailler, ça je laisse tomber, etc. Donc c'est surtout des outils d'accélération de dialogue parce que la connaissance est là, elle est mise en scène et elle est partagée. Mais Merci. ça ne change pas le métier derrière. Merci. Je vous propose d'arrêter sur ces mots. Je remercie évidemment tous les intervenants, tous nos invités pour ces échanges que vous allez pouvoir continuer avec eux ou dans le cadre du village de l'innovation qui s'ouvre maintenant. Nous vous invitons à aller découvrir 16 startups qui travaillent elles aussi sur les mobilités de demain. Donc vous les retrouverez au premier étage. Ils sont prêts, donc ils vous attendent. Et puis, deuxième chose, il y a également un atelier d'experts qui est prévu vers 15h15, qui va durer une demi-heure. Il est organisé par la Caisse des dépôts et il s'intitule « Quel montage et financement pour la mobilité de demain ?» Donc, je vous invite aussi à aller assister à cet atelier d'experts. Et après, à 17h, de nouveau, une nouvelle table ronde. Voilà, une après-midi riche.